Bien, nous allons débuter cette seconde session en remontant à nouveau le temps avant le déluge. Nous allons suivre les pérégrinations de l'étranger qui arrivait aux abords d'une cité de légende. Dans le palais d'or du roi Enoch, l'étranger avait retrouvé un refuge. « Vous êtes le père des ténèbres » avait dit le roi. « Je ne suis le père de personne » avait répondu l'étranger. « Tel est le nom que le peuple vous donne car vous marchez la nuit. » Le roi Enoch avait donc, il y a de nombreuses années, accueilli l'homme maudit à bras ouverts dans le palais de sa cité d'Ubar. Je porte la malédiction des cieux, roi de la première cité des hommes. Certains vous vénèrent, certains me vénèrent parce qu'ils ont peur. Dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas père ? Parce que j'ai peur. Je crois que les cieux m'ont appris à me repentir. Alors laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai eu 2 enfants à mon arrivée dans cette cité. Une femme et un homme. Les amants. Je les appelle les amants parce qu'ils s'aimaient. Je sais qu'ils s'aimaient. Je leur ai proposé de connaître un amour éternel et sans frontières, et ils ont accepté. Alors je leur ai ôté la vie, je les ai vidés de leur sang pour satisfaire ma soif, et je leur ai donné le mien. Je les ai réunis pour l'éternité. Mais la malédiction implique que celles et ceux qui portent la marque du sang ne peuvent enfanter tels que les humains le peuvent. Nous créons nos enfants par la mort et par le don de notre sang. J'avais décidé de leur rendre visite plus tard pour les initier. Mais je n'ai trouvé que 2 coquilles calcinées au coucher du soleil. En pensant les réunir, j'ai anéanti leur amour, avec un égoïsme sans pareil, pour pallier à ma solitude et à celle d'un amour disparu. Autrefois, j'aimais une femme, mais elle n'est plus, et elle m'a soumis au fardeau du jugement de Dieu. Le roi Enoch était bouleversé par cette histoire. Ma mère se plaisait souvent à me raconter l'histoire des 2 amants de la lune. C'était donc vous qui avez... Leur nom, c'était... Je refuse que leur nom soit prononcé. Contre toute attente, le roi Enoch avait baissé la tête. Qu'il en soit ainsi, père des ténèbres, mais refouler leur existence ne fera que peser sur le fardeau qui vous incombe. Peu m'importe, roi Enoch. C'est alors que le roi a descendu de son trône et s'échoua aux pieds de l'homme. Je veux être votre enfant. Votre premier véritable enfant. L'étranger avait reculé d'un pas. Je vous mets l'image de l'étranger. Et il répondit « Non, le poids de ce fardeau ne devrait être celui de personne. » Mais au fond de lui, l'étranger se souvint de l'ardent désir, face à cette cité, de ne plus être jamais seul. Père des ténèbres, je vous en supplie,
dit le roi. Je vous délesterai de la solitude et j'accepterai le don de marcher sous la lune et de boire le sang comme l'eau. Je ne puis que m'incliner face à votre majesté. Cessez cela, roi Enoch. J'abdiquerai en votre nom pour que vous deveniez le premier roi immortel de ce monde. La soif de sang se mélangera à votre soif, peut-être de pouvoir ou d'abnégation. À ces mots, il y eut un déclic dans l'esprit de l'étranger. Et en effet, cette soif de sang dans son esprit se mélange à cette sorte d'avidité, de soif de pouvoir, et s'insinue en lui. Qu'il en soit ainsi. Je serai le souverain de cette cité, que je nommerai la ville d'Enoch, en hommage à mon premier enfant. Maintenant, approche à présent. C'est ainsi que Caïn créa le premier vampire de deuxième génération, Enoch. Aniki. Et moi-même. Nous allons remonter le temps peu après ton étreinte. Et tu ne te souviens précisément que d'une chose de cette étreinte. C'est une douleur si intense qu'elle surpasserait toutes les autres. Tu te retrouves à la lisière de ce village et tu te souviens de cette procession autour de toi. Il y a un demi-cercle de ces êtres vêtus de longues robes et de masques d'or qui te regardent. Tu es prostré, le genou dans la poussière, face à cette assemblée. Et tu te souviens de ce qui t'entoure, de la lueur des torches, de la lumière de la lune. Et pourtant, tu te souviens aussi du silence qui émanait de cette jungle, comme si aucun être n'y vivait. Face à toi, il y a un champ de terre, un champ d'herbes rases et de terre, et plus loin, il y a l'orée de cette jungle. Et face à cette assemblée réunie autour de toi, une silhouette se détache. C'est la silhouette que tu vois sur l'image qui est au centre. Elle tient une dague. C'est la Dame du Soleil. Elle a cette longue robe brodée, écrue, or, avec cette espèce de châle qui plonge sur ses épaules et ce masque d'or qui évoque à la fois presque une créature d'un autre monde, mais aussi un crâne d'une forme vaguement humaine et cette coiffe comme une couronne au-dessus de sa tête. Elle te dit: par la prophétie de votre sang, de notre sang, l'élu sera celui ou celle qui ne connaîtra ni la peur ni le doute, et qui devra accepter de perdre sa lignée et sa famille. Nous t'avons choisi de notre propre chef, nous pauvres airs. Nous avons exploré au-delà de la mort.
Ces masques que nous portons, les masques Ashur, nous permettent de trouver l'équilibre entre le monde des vivants et celui des défunts. L'or est lié à la fois à la richesse et à l'alchimie. Les objets funéraires en or se situent d'ailleurs à l'intersection parfaite entre nos deux mondes. De ce fait, en arborant ces masques, nous avons la capacité de dissimuler nos actions et celles de notre cercle lorsque nous explorons la mort ou que nous souhaitons la dissimuler. Nous pensons qu'une clé nous permettra de déverrouiller les portes du royaume des morts et que cette clé peut être trouvée par un être spécial. Nous pensons d'ailleurs que tu es peut-être cet être. Alors, tu vas nous le prouver en t'affranchissant de notre condition. En m'affranchissant de cette condition. J'ai du mal à vous suivre là. Tu vois que elle consulte le regard des autres membres de l'assemblée, puis elle pose à nouveau le regard sur toi, incliné devant elle. Tu vois, tu es particulière, tu te sens particulièrement mal. Tu as l'impression que ton cœur, tu as l'impression que ton cœur ne bat plus. Tu as l'impression que tu n'as pas besoin de respirer. Pourtant, tu ressens une intense angoisse, une intense peur et une intense soif. Une intense soif, pardon. Une intense soif. Et la Dame du Soleil te regarde et dit: en t'affranchissant de notre condition de simple vampire, Ah, génial. Super. Et bah dis donc, j'étais venu en Inde pour des artefacts. Me voilà dans le beau drap, je trouve. C'est un juste retournement de la situation. Hein. qu'étiez-vous venu chercher ici? Oh bah pas grand chose puisque il y avait une équipe de pillards. Question qu'on devait devancer sûrement au vu du matériel dernier cri qu'ils avaient été payé par un riche actionnaire hein, qui n'oserait pas se mouiller dans cette forêt, dans cette jungle. Mais bref, je digresse. Et là, comment dire, elles ont pu voir potentiellement ce que j'avais en dessous de mes vêtements ou pas du tout? Bah là, ça fait plusieurs nuits que tu es en captivité, en fait, suite à l'incident de ton étreinte. Et lors d'une nuit, ils t'ont ramené ici, lors de ton réveil, en fait, ils t'ont amené ici et tu sais pas ce qui va se passer. Donc potentiellement, oui, ils savent ce que tu as sous tes vêtements et surtout, tu n'as aucune arme sur toi. Tu es vêtu d'une simple robe de cérémonie. Tu es vêtu un peu comme eux en fait. Tu as une espèce de robe un peu longue avec des chaussures tressées, assez adaptées à la course. Si je dois les décrire leur fonction, et tu n'as aucune arme. Bah, pas de soucis. Hein. Moi, ce que je voulais savoir, c'était
pour leur présenter ce que j'avais trouvé dans le temple en question. Ok, je mets ma main au niveau du creux de ma poitrine. J'en sors un collier où il y avait un soleil dessus. Et vous voulez parler de ça? Sûrement. J'ai réussi à le prendre à la volée entre deux lianes avant que le sol de la caverne s'effondre et que potentiellement une trentaine de créatures squelettiques me couraient après. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé malheureusement. Tu vois qu'elle tend la main pour que tu lui donnes le collier. Je lui tends, hein. Je suis pas en position de négocier. Hein. Tu vois qu'elle le regarde presque avec délicatesse à travers l'expression de son masque. Elle effleure les contours de ce collier entouré d'un soleil d'or. Et elle te dit: incline la tête. Pardon? Je m'exécute. Ok. Elle te passe le collier autour du cou. Et elle te dit: il n'y a qu'un seul véritable moyen de savoir. Sais-tu que nous, du grand clan Ekata, nous avons la capacité de voyager à la lisière du royaume des morts, les terres de l'ombre. Si tu trouves le chemin de ces terres, alors peut-être que tu découvriras le verrou. Il ne te restera plus que la clé pour déverrouiller les portes de ce royaume. Si tu es la gardienne de la prophétie, alors celles et ceux qui partagent notre sang seront amenés à changer le monde. Merde. Je me suis pas encore habitué à ma condition, donc je fais encore mes tics, forcément humaines, et je m'essuie un petit peu le front comme si j'avais de la sueur qui perlait. Je fais... Bien. Il y a un panneau de direction pour m'indiquer la marche à suivre, ou au moins la voie empruntée vers ce que vous venez de dire. Nous allons savoir si tu es prête. Alors, retourne-toi et cours. Oh non. Je cours, mais disperse. Ok. Tu te retournes et tu te mets à courir. Pas par où, je sais pas où, pas comment, mais bon. Au moment où tu te mets à courir sur ce terrain vague d'herbes rases, tu cours, tu n'es pas essoufflé, hein. C'est ce que tu remarques directement malgré cette espèce de stress intense qui commence à t'assaillir, tu ne ressens aucune sensation d'étouffement. Par contre, ce que tu entends, c'est quelque chose, une présence derrière toi qui commence à courir après toi. Et ce que tu entends également, c'est des sifflements. Et tu vois que des javelots commencent à pleuvoir sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je me enfonce dans la jungle. C'est la seule manière pour moi d'esquiver au moins les projectiles qui pourraient venir d'ici. Il y a une certaine distance entre la fin du terrain vague et l'orée de la jungle.
comment est-ce que tu décides de réagir face à ces traits de flèche et ces traits de lance? Est-ce que tu cours tout droit? Est-ce que tu essaies Oui, de oui, esquiver? je réfléchis en fait parce qu'il y avait deux possibilités. Soit je cours d'une certaine manière, soit je fais face à mon destin. Un très beau jeu de mots au passage. Je pense que je vais rester sur ma première idée qui aurait été de courir en. Est-ce qu'il y a des javelots potentiellement qui sont déjà tombés à pic dans la rivière? Oui. Ok. Est-ce que ça décrit une certaine ligne ou c'est, on va dire, un petit peu en mode patch? Tu vois, genre ça. Bah en fait, si tu veux, ils sont en ligne derrière, ils commencent à te lancer des projectiles. Oui, ça. Et tu penses qu'il y en a quelques-uns qui sont partis à ta poursuite. Effectivement. Ah, donc, de toute manière. Bah, on va courir en zigzag. Ok. Je te fais l'honneur de faire ton premier test de Vampire à la Mascarade. Qui sera de faire un test de dextérité et d'athlétisme. Alors, comment on fait ça? Alors, tu vas dans ta fiche, Yep. tu as tes compétences, il y a athlétisme avec un petit dé. Ouais, Tu cliques sur ce dé ok. et ils vont te demander une compétence Dextérité. secondaire et tu mets dexterity. Et la D'accord. difficulté sera de 2 réussites. Full size modifier, c'est ça? Pool size modifier, tu mets 0 et difficulty test, tu mets 2. Normalement, c'est la valeur par défaut. Ok, ouais. Super. Ok. Avec beaucoup d'aisance. D'ailleurs, je regarde le résultat de ce jet. Ok. Avec beaucoup d'aisance, tu vois que tu zigzags entre les flèches, entre les javelots. Et tu vois d'un coup, c'est comme si tu étais pris dans une bulle en pénétrant dans cette forêt. Dans cette forêt luxuriante, tu es à l'abri. Par contre, tu vas me faire un jet de... soit tu fais un jet d'intelligence... vigilance, soit d'astuce vigilance. Ok, alors intelligence, astuce, ok, c'est là. Vigilance, c'est dans les compétences? Pas du tout. Ah oui, t'as tout à fait. Alors, t'as dit intelligence ou astuce, c'est du pareil au même, hein, donc... Allez, on va mettre astuce. En fait, c'est juste la différence, c'est ce que tu vas percevoir qui sera différent. Que tu choisisses intelligence ou astuce. Ce sera deux choses différentes que tu vas percevoir. On va prendre l'astuce parce que Ok. d'un point de vue complètement RP, je trouve que la situation de... Oui, elle pourrait très bien avoir un esprit critique à ce moment-là, mais ou avoir une belle perception, mais au final, elle est dans un environnement qu'elle connaît pas, donc je pense qu'elle va... Moi, je traduirais l'astuce comme l'intuition. Donc, je vais partir sur ce côté-là. Donc, Ok. vigilance avec astuce. Vas-y. Ok, difficulté 2 toujours. Tu vas... ouais. Merci. Donc avec une belle réussite critique. Ok, là on est à quoi? 7. Ok, ça marche. Tu vas percevoir... tu as fait avec astuce, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, tu penses qu'il y a 2 poursuivants à tes trousses et qu'ils sont
assez près de toi. Il y a quelque chose autour de moi qui pourrait servir, par exemple une branche de bois pour éclater contre la face de quelqu'un. Tu peux. Ah bah très bien, Tu peux, par contre, ouais, il faut que tu vas te baisser. C'est ça, tu veux te baisser pour voir si tu trouves Non, quoique, non, ça peut être une mauvaise idée. Ça peut être une mauvaise idée parce que ce qu'elle a énoncé comme projet, enfin au départ, elle n'a pas énoncé forcément un combat, ou en tout cas, ces phrases n'indiquaient pas forcément la voie du combat. Donc, je pense qu'il y a une résolution par le combat et une résolution par suivre son cours. Donc, je vais suivre son cours et je vais continuer à courir. Ok. Tu vas me refaire un jet de dextérité athlétisme, s'il te plaît. Voilà. Difficulté 2. Ok. Tu vois que tu continues à courir. Et derrière toi, l'un des deux adversaires semble s'être arrêté. En tout cas, tu n'entends plus ses pas. Et l'adversaire qui a continué sa poursuite derrière toi, tu es en train d'un petit peu le distancer. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache. J'essaye de trouver. Alors j'imagine que c'est une jungle luxuriante. Donc deux possibilités. Soit je monte à potentiellement un arbre, ou en tout cas vers les 3 ou 4 premiers embranchements pour me positionner là. Accroupi et j'observe de mes traqueuses. Ou alors, plus simple, je trouve une plante assez pique, tu vois, genre au sol. On va jouer le beau jeu, on va jouer l'arbre. Ok, donc tu veux... Alors, déjà tu vas commencer par un test de dextérité athlétisme pour une première chose. Et ensuite tu veux monter à l'arbre. Tu veux monter discrètement à l'arbre ou... Discrètement, oui. Donc tu feras un test, donc d'abord athlétisme, dextérité, ok, et ensuite tu feras un test de furtivité, dextérité. J'aurais jamais autant rentabilisé ces compétences que je fais. Non, pardon, oui, furtivité, dextérité, oui, c'est ça. Tout à fait. Merci. Et là, t'as fait combien? Ok. 2 succès sur 2. Ok. Tu vois que au moment où tu prends le détour, tu vois, il y a une espèce de petite clairière, un petit peu comme sur l'image, qui illumine l'environnement, cet environnement où tu te retrouves presque étouffé. Enfin, t'es étouffé, mais tu ressens pas la chaleur. Il fait excessivement humide autour de toi, pourtant t'as pas chaud, t'as pas froid, t'as l'impression d'être dans une température ambiante. Tu as ce sang qui te palpite dans la tête et qui t'appelle un petit peu à la soif. Et au moment où tu essaies un petit peu de prendre le détour après cette petite clairière pour t'enfoncer un peu plus profond dans cette jungle très resserrée, très étouffante, une douleur, tu es secoué par une douleur qui te traverse l'épaule et tu as reçu une flèche. Tu vas me prendre 5 points de dégâts
superficielle. Tu vois ta jauge de santé. Ah ouais. Tu cliques sur le une fois sur chaque, voilà, une fois et tu changes. Voilà. Donc là tu as le statut affaibli, estropié, et tu vas avoir en fait des malus sur tous tes jets physiques. Malgré cette blessure que tu reçois qui te traverse l'épaule et ton sang commence à couler lentement le long de ta poitrine, tu parviens à te réfugier au creux d'un arbre et tu commences avec ton agilité dont tu as parfaitement connaissance, escalader malgré la douleur la souche de l'arbre et te placer tout en haut, enfin de placer on va dire à bonne distance en hauteur de celui-ci. Tu vois que la douleur c'est différent d'avant. T'as déjà été blessé dans tes expéditions, t'as déjà connu des chutes, tu t'es déjà fait mal dans ta carrière d'archéologue. C'est bizarre. La douleur, elle n'est pas telle que tu la connaissais avant. C'est très difficile à décrire, c'est très difficile à expliquer ce que tu ressens, mais c'est étrange. C'est presque comme si la douleur t'amenait vers un état d'endormissement. Tu es là, en haut de cet arbre. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je coupe le pendule, en gros, un morceau de la robe, je casse la flèche et j'imagine que tu m'avais dit dans l'épaule, c'est ça? Oui. Ok. Donc, et je crée un carreau et un bandage autour du morceau de la flèche qui est cassé. Ok. Tu fais ceci. Et tu entends les pas se rapprocher de l'assaillant qui était au plus près de toi. Et tu aperçois la flèche, celui qui a lancé la flèche qui t'a touché, qui est un peu à l'orée de cette clairière que tu viens de traverser. Et tu vois qu'il essaie de scruter, pas dans les arbres, mais au début au sol, il essaie de scruter pour voir s'il te trouve. Tu sembles les avoir, je vais pas dire semés, mais tu sembles avoir troublé leur vigilance et être hors de leur vue. Qu'est-ce que tu fais? Je reste dans ma cachette, caché, à trouver. Ok, tu vas me faire un jet de furtivité et de dextérité du coup, s'il te plaît. Ah bah oui, bah oui. Ok. Tu vois que tu essaies de rester caché au creux de en haut de cet arbre. Et malgré le fait que tu sois bien caché, il y a une espèce de douleur qui te saisit au niveau du bras et qui te laisse échapper un petit râle à la fois de rage et de douleur. Et tu as l'archer qui commence à regarder vers les hauteurs, vers les arbres. Qu'est-ce que tu fais?
La personne euh, la personne enfin, qui me poursuivait, qui n'était pas l'archer, elle est autour de l'arbre? Lui, tu penses que tu le vois, tu entends des pas en bas de l'arbre, mais tu sais pas vraiment où il est. Si tu regardes, tu vois qu'il est, ouais, il rôde autour de l'arbre. Il est pas très loin. En fait, il est dans le secteur. Voilà comment tu interprètes la situation. T'as pas été très discrète, donc ils ont réussi à situer la zone dans laquelle tu te trouves. Maintenant, ils ne t'ont pas repéré. Du haut de l'arbre, je vois rien. Genre, c'est... Fais-moi un test d'intelligence soit de intelligence vigilance, soit de résolution intelligence. Ok. Oh, tu as fait un triomphe bestial. Ça c'est bien. Ok. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est plus la bête qui va prendre le dessus sur toi. C'est la bête de ta nouvelle condition qui va analyser la situation et avec cet aspect animal de la bête, tu vas comprendre que tes ennemis ne sont pas très loin de te trouver. Et avec ton instinct bestial, tu te dis que il y a deux solutions. Soit je les élimine, ou soit je me terre. On va faire le truc pour le boulot, hein. Quand tu dis terrer, hein, c'est-à-dire te cacher encore plus profondément ou s'enfuir? Tu l'interprètes comme tu veux. Si t'avais fait résolution, j'aurais pu répondre à cette question, mais c'est pas le cas. On est en hauteur. Si Est-ce que potentiellement il n'y aurait pas une pierre qui a une pierre non, pardon. Quand tu m'as dit au creux d'un arbre, hein, donc là tu es en haut d'une branche à une dizaine de mètres, on va dire, dans les feuillages. Tu as une relative bonne cachette. Je répète, sauf que tes poursuivants sont dans le secteur parce que tu n'as pas été suffisamment discrète. Ok, il va falloir prendre une décision, je te donne 30 secondes. Mais j'ai pris la décision, on va sortir de la cachette. Ok, tu sors de la cachette, qu'est-ce que tu fais? Je dirais que je vais m'armer je ramasse une pierre. Là, tu es en haut d'un arbre. Hein. Ah oui, bah non, bah même arbre, je quitte la cachette, donc c'est-à-dire que je... Ok. Ah non, mais non, je quitte pas la cachette, non, il est en train d'observer les arbres, donc non, je reste terré. Ok, ben fais-moi un test de furtivité et de dextérité, s'il te plaît, difficulté 2. De crainte d'être retrouvé, que tu vois, tu te recroquevilles presque en haut de cette branche, que tu rapproches discrètement quelques feuilles, que tu prends la pellicule un petit peu comment dire, que tu prends la pellicule un petit peu du reflet de la lune pour te terrer encore plus profond au sein de ce tronc massif et pour te mettre vraiment du côté opposé à la vue de tes adversaires. Tu vois, tu tournes lentement autour du tronc de l'arbre pour justement que la pellicule du reflet de la lune soit dans le sens opposé des adversaires et tu parviens à les semer. Tu vois qu'ils commencent à s'éloigner de ta zone et tu te retrouves seul, mais certainement pas en sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Pas rester ici, donc il faut que je pense que je trouve une cachette un peu mieux. Je descends de l'arbre. Tu descends de l'arbre et tout d'un coup tu sembles plus être... Aniki semble plus être consciente de ce qui l'entoure et tu commences à percevoir le bruit des animaux,
Tu as vraiment la sensation d'être dans une jungle à présent vivante et tes sens semblent être plus éveillés que lors du début de la cérémonie, de l'épreuve que la secte du soleil t'a infligée. Qu'est-ce que tu fais ? J'entends un bruit d'eau? Un cours d'eau ou pas du tout? Oui, tu entends, on peut dire que tu entends qu'il y a possiblement un point d'eau pas très loin. Très bien. Si j'entends un point d'eau, ça veut dire qu'il est en mouvement, donc potentiellement c'est un canal. Donc je me dirige vers le point d'eau et je t'explique pourquoi. Pour potentiellement déterminer la direction du courant, en déterminant la direction du courant, je déterminerai l'amont et l'aval du fleuve, enfin du courant en question, et je pourrais potentiellement peut-être me cacher vers l'amont, c'est-à-dire vers peut-être un relief. Ok. Tu vois que tu commences à crapahuter dans la jungle, tu es très vigilante, etc. Sous le reflet de cette lune pleine qui luit dans cette jungle, tu parviens au point d'eau et en remontant son cours, tu parviens à te réfugier au creux d'une grotte. Et c'est à ce moment-là que, Aniki, tu ouvres les yeux sur ta couche. Le soleil vient de se coucher. Tu sais que tu es de retour chez les Ravnos et que tu es à Carsen pour une bonne raison. Raymond. Tu ouvres les yeux et si tu avais la sensation d'étouffement qui pouvait être encore palpable lorsque tu étais humain, je te retrouverais particulièrement étouffé dans la situation dans laquelle tu es parce que tu es dans un sac mortuaire. Il fait tout noir et tu n'as devant toi qu'une simple fermeture éclair. Tu vois, tu glisses. Si tu n'y arrives pas vraiment, tu fais un trou dans le sac et tu vois que tu déchires un petit peu la fermeture éclair, tu la baisses et tu prends connaissance de ton environnement. Tu es sur une plaque en inox, vêtu seulement de sous-vêtements immaculés. Rapidement, ce qui te frappe, c'est ta jambe amputée. Tu vois qu'elle est entourée d'un moignon avec un bandage imbibé comme d'une crème, un mélange un peu étrange que tu n'arrives pas réellement à définir. Autour de toi, tu remarques une dizaine de corps dans la même position que tu avais tantôt. Tu es sans aucun doute dans une morgue. Face à toi, tu vois sur l'image, il y a un petit peu les corps qui sont face à face l'un à l'autre. Toi, tu fais partie d'un de ces corps. Et près de la porte, tu vois que il y a un homme. Il a un cigare au coin des lèvres, mais évidemment, la fumée ne circule pas puisqu'il ne respire pas. Il a juste un cigare allumé au coin des lèvres. Il est assis sur une chaise à bascule. Un rocking chair. Il porte un costume noir et il est soigneusement rasé, que ce soit de la barbe ou des cheveux. Sur ses genoux,
tu vois un masque en obsidienne. Monsieur Rollerstone, je vois que la nuit précédente a été agitée. Je le regarde et je le dévisage. Ne me parle pas comme si on était amis. Tu vois que de suite il avait peut-être un petit sourire qui s'efface et tu vois que de suite il reprend un petit peu une attitude un peu plus sérieuse, même bien plus sérieuse. Et peut-être le grain de sympathie qu'il y avait au départ dans sa voix est tout de suite bien plus atténué. Tu le reconnais, c'est Oncle Rufus, le chef du pouvoir exécutif de la ville. Et du coup, en fait, voilà, pour expliquer un petit peu, pour faire un petit rappel un petit peu, Oncle Rufus est le seul ancien encore à Carsen, donc c'est le vampire le plus âgé, le plus vieux, le plus respecté. Voilà, il est garant du pouvoir exécutif de la ville et il, on va dire, chapeaute un petit peu les différentes sectes de la ville à travers un conseil restreint qui sont représentés par divers membres, que ce soit de l'ancien sabbat, des anarques, de la Camarilla ou des vampires autarciques. Tu vois que lorsque tu dis ça, il te dit en tout cas, Monsieur Rollerstone, je dois dire que vous m'avez mis dans un certain embarras. Larix avec Monsieur Brown n'est pas passé inaperçu. Tu vois qu'il lève la main, il y a une espèce de bague noire à l'un de ses doigts, à son annulaire, et il regarde, il te pointe du doigt un des sacs mortuaires. Il est toujours en torpeur. C'est souvent le problème lorsque l'on est plus vieux. Je verserai une larme si je pouvais encore. Tu vois qu'il soupire, tu vois, il se lève, il marche vers toi et tu vois qu'il tapote un journal sur son avant-bras et il arrive vers toi et il te tend le journal. Donc tu vois, c'est la Gazette des Enwald, le journal principal de la ville. Et en gros titre, il y a un règlement de compte entre criminels fait 2 morts. Est-ce que c'est nous deux les 2 morts? Oui, tu supposes bien. Oui, bah oui. Toutes mes condoléances. Vous ne voyez pas le problème. Et je pose le journal à côté. Je dis... Le seul problème que je vois, c'est que malgré le fait que vous prétendez garant de l'équilibre de cette ville-là, des membres de la Camarilla peuvent encore se permettre de se payer des chasseurs de primes pour attaquer d'autres Kindred en pleine rue. Les autres problèmes que ça me fait une belle jambe, et croyez-moi, il m'en reste qu'une. Je vais y venir, Monsieur Rollerstone.
La première chose, c'est que cette joute a attiré l'attention des mortels. Non seulement cela met en péril le secret de notre existence, mais surtout cela peut attirer l'attention d'une problématique bien plus urgente, qui se nomme la Seconde Inquisition. Vous avez été, vous, enregistré dans les dossiers de l'hôpital et déclaré mort. En ce sens, cela signifie que vous allez devoir être prudent. Vous pouvez vous estimer chanceux que je sois propriétaire, premièrement, du salon funéraire, mais aussi que le médecin légiste, référent de la ville, soit un bon ami à moi. Tu vois, il reprend le journal et... Tiens, fais-moi un jet d'empathie. Empathie, charisme, s'il te plaît. Difficulté 2, c'est pas une grosse... Ah, voilà. Ce qui s'est passé, ça semble l'atteindre, pas forcément dans son ego, mais plus dans quelque chose de plus grand en fait. C'est vraiment quelque chose qui semble atteindre quelque chose au-delà de son ego. Je sais pas comment l'exprimer avec des mots. Peut-être ses convictions. Et d'ailleurs, t'as fait un échec bestial, mais je vais pas le prendre en compte dans la scène. C'est pas pertinent. Il te regarde et il te dit: vous savez, Monsieur Rollerstone, je me suis battu pendant des siècles pour ce que j'appelle la Pax Vampirica. Et je sais qu'elle repose sur un équilibre ténu, comme vous avez si bien pu me le faire remarquer dans votre dernière remarque. Mais Raymond, si vous me permettez de vous appeler ainsi, vous vivez dans la seule ville du monde où, bien que elle puisse nuire, la Camarilla ne gangrène pas nos institutions. Je sais que les Solaires essaient d'étouffer votre présence entre nos murs, Monsieur Rollerstone. Mais en contrepartie, je sais que vous offrez la mort ultime à des vampires de la Camarilla. Je sais aussi que Monsieur Brown est un diableriste, et ce, depuis sa première mort au XVIIIe siècle. Le problème qui demeure, c'est qu'aujourd'hui, pour cet incident, le conseil restreint va demander que vous soyez emmuré pendant 50 ans. Je ne jette la pierre à personne. Je sais que ce pourquoi je me bats est fragile. Et c'est pour cela que tous les jours, je m'efforce de rendre cette ville meilleure. De plus, il est indéniable de dire que votre mode de prédation peut conduire inévitablement au déséquilibre de cette paix. Est-ce que vous comprenez ? Tu vois, je fais, avant que tu répondes, je fais à nouveau suite au jet d'empathie. Tu vois qu'il essaie pas de te faire la leçon. Il essaie pas de te faire la morale. Tu remarques presque un côté paternaliste, mais pas dans le sens autoritaire du terme. Plus, il veut contribuer à la protection de la ville, mais aussi à te protéger toi. Et il veut... Tu dis celle qui cherche pas à te...
cherche pas à te faire du mal. Il veut le bien, tu vois. J'apprécie votre inquiétude à mon égard. Mais ce que je fais... Oh. Ce que je fais va au-delà de ce que vous croyez que je suis en train de faire. Vous autres, vous ne voyez que le sang qui est sur mes mains. Il vous est beaucoup plus facile d'ignorer le sang qui est versé dans les ombres. C'est pas important que vous m'en murez 50 ans, 500 ans que vous m'utilisez ici. Au chlorifus, je ne suis pas un homme, encore moins un vampire. Je suis une idée. Et cette idée meurt aujourd'hui, maintenant. Elle naîtra ailleurs. Tant que les solaires ne se sont pas couchés. Tu vois qu'il il soupire. Et il dit bien. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous faire une proposition. Je m'engage à réduire avec Monsieur Brown votre peine d'emmurement à 5 années. Ce qui, de surcroît, assure votre libération lors du gala de la fin d'année de 2025. Durant cette durée, vous serez plongé en torpeur, afin que la soif et la bête ne prennent pas le dessus sur vous. Ensuite, durant ce laps de temps, je m'engage à votre protection. Parce qu'un diableriste des solaires pourrait s'immiscer dans le lieu de repos et vous octroyer la mort ultime. Ensuite, je m'engage à vous nourrir de sang de vampire avant votre incarcération. Enfin, lors du réveil de votre torpeur, la contrepartie sera que vous vous engagerez à travailler pour moi, dans l'intérêt de cette ville et de la préservation de la paix qui y règne. Vous n'êtes pas les seuls dévoreurs de vitae dans cette cité, Monsieur Rollerstone. Il y a la tatoueuse, il y a Monsieur Brown. Alors, je souhaite que vous viviez en harmonie avec les autres, tel que mon serment pour cette cité l'exige. Ce n'est pas une menace, mais vous n'aurez pas de troisième chance. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends en considération ce que vous me dites. Je prends en considération l'erreur que vous avez commise pour la préservation de notre race. Et en échange de vos services, je m'engagerai peut-être à vous écouter concernant la famille solaire. Vous n'avez pas besoin de me parler avec une langue de bois. Je ne suis pas un de ces vieux politiciens de la Camarilla. Vous êtes un homme avec des ressources.
Un peu fait que vous m'ayez pas tué ici et vous me proposez de bosser pour vous en sachant que je lâcherai pas l'affaire pour les solaires. Me dites que, pour une raison ou pour une autre, il vous casse autant les couilles qu'à moi. Sinon vous n'auriez même pas pris le risque. De la même manière, je vais pas essayer de vous prendre pour un con. Pas la peine de tourner autour du pot. Vous pouvez garder vos discours de compréhension et d'erreur pour les autres. Je n'ai commis aucune erreur. Et si j'étais croyant, je dirais même que je faisais le travail du Seigneur sur cette terre. Vous savez autant que moi que le véritable danger prend bien des visages mais ne porte pas le mien. Voyez, c'est cet équilibre dont vous parlez. Permet d'agir avec bien des chaînes, de voir que vous n'êtes ni contre moi ni en désaccord avec moi. Et pourtant, dans vos mots comme vos actes, vous, à la tête de la ville, bien moins libre qu'un radéon comme moi. Dans votre sale boulot, ça ne me dérange pas. Me faire des alliés puissants contre les solaires encore moins. Et par pitié, évitez de me parler. Comme un de ces abrutis du gratin. Tu vois qu'à ce moment-là, la lueur dans son regard change un petit peu, son regard devient plus rougeoyant, un petit peu comme sur la photo. Vous savez, la mascarade, qui certes est une tradition qui a été créée par la Camarilla, est toutefois l'une des valeurs qui contribue aujourd'hui à la préservation de notre espèce, tout simplement parce que l'homme veut notre mort. Alors oui, Monsieur Rollerstone, vous avez fait une erreur en réglant vos comptes en plein milieu de la rue, alors que vous auriez très bien pu attirer le mercenaire Brown dans un lieu plus discret, afin de l'éliminer ou que sais-je, le mettre hors d'état de nuire. Les services des hôpitaux vous ont emporté et vous ont déclaré mort à l'hôpital. Monsieur Brown a de la chance, il n'est référencé dans aucun registre de recensement. Auquel cas, sa mort n'a aucune importance. Mais la vôtre est grave, car vous allez devoir raser les murs pour que l'homme ne se mette pas en travers de votre chemin. La mascarade permet l'équilibre et la préservation de notre race. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas fait d'erreur. Monsieur Rollerstone, tu vois que son regard rouge redevient à nouveau sombre et il te dit 5 ans. Le jugement face au conseil restreint aura lieu lorsque Monsieur Brown sortira de sa torpeur. 5 ans d'emmurement. Lorsque vous vous réveillerez après le gala de fin d'année, vous viendrez me rendre visite la nuit suivante et nous discuterons
Tu vois que il commence à s'éloigner doucement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas? Pendant qu'il part, je me tourne vers le sac de César et j'ai dit ton sabre. Apparemment, t'es tellement une grosse merde que j'aurais dû prendre le temps de t'attirer ailleurs avant de te buter. T'as vraiment eu de la chance. Tu vois que il s'arrête sur le seuil de la morgue. Il se retourne et il dit: vos effets personnels sont dans le casier des objets défunts. Je vous conseille de les récupérer avant de partir. Et ne croyez pas que Monsieur Brown sera épargné de quoi que ce soit. Ce qui vaut pour vous, vaut aussi pour lui. Peut-être valait-il mieux dormir encore un peu plus longtemps pour vous accorder un peu plus de repos. Tu vois qu'il récupère son cigare et dans le cendrier, il se le niche au coin de la bouche et il quitte la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Profiter pour piquer un peu de vitae, moi, tant que j'y suis. Tu vois que tu le piques sur qui? Il va revenir à tout moment. Hein? Sur César? Il est juste là, on va le faire. Je suis inaliénable de toute manière. Ok. Tu vois que à ce moment-là, en fait, il y a ce côté un peu pas moralisateur, mais vraiment ce côté vraiment où cet ancien, il essaie vraiment de te prendre sous son aile. Tu penses qu'il croit que tout le monde a vraiment droit à une deuxième chance et que tu vois que le fait que par exemple la tatoueuse, donc Eden, que tu fréquentes dont vous vous nourrissez mutuellement depuis on va dire quelques années, le fait que ce genre de vampire qui se nourrit d'autres vampires parvient à, à vivre dans la cité, pour lui, tout le monde peut vivre, on va dire, tout le monde a sa chance. Voilà. Après, ça reste un individu puissant qui a sa propre vision du monde et du monde vampirique. Donc, effectivement, toi, ce genre de personnage t'énerve un petit peu, mais tu sens que c'est quelqu'un qui peut t'apporter pas mal de choses malgré tout dans ta quête si on va dire on va pas dire si tu le caresses dans le sens du poil, mais si tu fais ce qu'il faut pour lui, quoi. Comme ça que Raymond le voit aussi. Ça sert à rien. Ça sert à rien de ruiner sa seule chance de peut-être pouvoir éliminer les solaires de ses propres mains. Dire qu'il ne le voit pas forcément en mode je fais ça pour sauver ma vie parce que j'ai peur qu'il me bute ou qu'il m'emmure pendant 50 ans. Et en plus, ça me donne plus de temps. Et au pire, soit je bosse pour lui et il est d'accord pour que j'élimine les solaires et j'élimine les solaires. Soit je bosse pour lui, il n'est pas d'accord pour que j'élimine les solaires. Mais je le ferai quand même. Tu vois que tu plonges tes crocs dans le coup parfait de César. Tu draines un petit peu de vitae et tu vois que de suite tu te régénères un petit peu. Tu sais que ta jambe va repousser, ça prendra ça se fera sur les semaines qui vont suivre.
peut-être après le jugement, si si Rufus tient sa parole et que tu es emmuré 5 ans, ça repoussera au fur et à mesure. Tu étanches quelque peu ta soif et En plus, ça doit me faire plaisir. Là, c'est notre vampire potence, c'est vérité. Je crois que sa vitae est très. effectivement. D'ailleurs, tu vas prendre la résonance de son sang, qui est la résonance bilieuse. Je le vérifierai sur le manuel, mais tu vas, tandis que tu te délectes de la vitae de César, tu ressens la résonance de son sang, un sang vif, puissant, effectivement doté, tout comme toi, du don de célérité. Tu sens que c'est un sang particulièrement impulsif. À s'y méprendre, le fait de le goûter ainsi, tu te dis que peut-être qu'avec cette résonance-là, vous êtes pas si éloignés l'un de l'autre dans le sang, en tout cas. Tu sens toutefois que le liquide que le sang de César est un petit peu comme est aussi épais que celui d'Eden, c'est-à-dire que tu sens ça te fait vraiment un coup de fouet. Tu sens qu'il est légèrement plus épais, plus puissant que le tien, mais il n'a pas du tout la même résonance que le sang d'Eden, qui elle a un sang un peu plus sanguin. C'est assez différent. César est un vampire qui m'apparaît plus vieux que le mien, plus vieux que moi. Voilà, c'est ça. Tu penses que il est son sang est d'une puissance équivalente à celui d'Eden à peu près. Bon. Bah, bien. Donne-moi ton sang, vampire. Et tandis que tu taris ta soif, tu vois que il y a un des corps, tu vois, empaquetés dans les sacs qui se lèvent et qui se flanquent devant toi, et il te dit Monsieur Rollerstone, nous allons vous ramener vers la sortie. T'as juste un sac debout devant toi. Mais tu sais, c'est le corps, il est dans le sac. Ah. Ce qui fait que il y a la personne debout, mais c'est un sac à la verticale, quoi. J'ouvre le zip du sac. Et tu vois un corps avec les yeux révulsés, et le corps te sourit et te dit « Veuillez me suivre. » Je suppose que tu ne veux pas un bout, non? Moi, je ne suis qu'un serviteur de l'oncle Rufus. Ça te ferait pas plaisir de boire un peu de sang? Je n'en ai pas besoin. Je m'appelle Coq. Intéressant. Comme l'animal. Allez, suivez-moi. Tu vois qu'il se retourne, et dans son prolongement, il y a la dizaine de corps emmaillotés dans des sacs qui se lèvent et qui font comme une haie d'honneur pour te conduire vers la sortie, sauf bien sûr César qui est toujours en torpeur. Fais-moi un jet d'occultisme avec intelligence. Ah, dommage. Tu saurais pas mettre le doigt dessus. Tu penses que c'est lié au pouvoir de l'oncle. Tu vois qu'il y a une béquille. Tu vois qu'en passant il y a Coq qui sort du sac de couchage, enfin du sac de mortuaire, une béquille. Très pratique, merci. L'oncle m'a dit de vous donner cela. Et... Ouais, j'ai pas de question. Vous avez raison.
De toute manière, je ne suis capable de répondre qu'aux questions simples. Au revoir. Et tandis que tu remontes à la morgue, tu récupères tes effets personnels et en récupérant tes effets, ton portefeuille, tu tombes sur une photo de Dolly. Une photo d'identité de Dolly dans ton portefeuille. Et c'est là-dessus que nous allons mettre fin à cette séance.